Bien, renouons le cours de ces exposés qui convergent autour de la question posée dès la première séance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un livre, et en la déplaçant aujourd'hui sur la question qu'est-ce qu'un auteur, question fameuse qu'on retrouvera au cours de ce cours posé par Michel Foucault en 1969 dans une conférence à jamais célèbre donnée à la Société française de philosophie. C'est-à-dire, finalement, la question ici est celle de l'attribution à un texte devenu un livre d'un nom propre, celui de l'auteur. Et le problème est de savoir s'il y a là une condition nécessaire pour répondre à la question qu'est-ce qu'un livre. Vous vous souvenez peut-être que dans le dernier cours, j'évoquais l'émergence au cours de la seconde moitié du XIVe siècle et de la première moitié du XVe siècle, donc avant l'invention de Gutenberg, de ce livre unitaire, libro unitario, comme disent les paléographes italiens, et qui unissait un texte ou plusieurs textes qui faisaient œuvre à l'intérieur d'un même objet manuscrit et attribué à un même auteur, et donc à un seul auteur. Donc du coup, on avait cette liaison qui paraît indissociable entre le nom propre, l'objet matériel et l'œuvre singulière ou ensemble de textes qui font œuvre. Il y a donc là un premier objet de réflexion qui est celui de la variation ou des variations historiques de cette relation que tous les objets que l'on qualifie de livres ne sont pas identifiés seulement à une seule œuvre, et il y a beaucoup d'objets écrits, manuscrits ou imprimés, qui portent des textes, peuvent circuler dans une société sans être attribués, assignés à quelque nom propre que ce soit. Première question donc que l'on retrouvera, ces variations de l'assignation à un nom propre d'un texte ou d'un ensemble de textes, d'une œuvre, d'un discours. La seconde question est une question qui porte, elle, si l'on se place du côté de l'auteur, sur la dissociation existant entre l'écrivain et l'auteur, c'est-à-dire l'individu producteur de texte d'un côté et d'autre part ce nom propre auquel l'œuvre est assignée, dans ou hors le livre. La tension, si magnifiquement montrée dans un des textes de Borges, Borges y yo, Borges c'est moi, c'est dissociation visée par ce texte entre, d'un côté, l'existence singulière, particulière de l'écrivain, et d'autre part, le nom propre, le nom d'auteur comme fonction du discours. Et le jeu permanent entre ces deux éléments qui définissent d'un côté le nom propre, Borges, auquel est attribué par l'institution, par le public, par les lecteurs, par les éditeurs des œuvres, et d'autre part le je, le moi singulier de l'individu, de l'écrivain, qui peut se reconnaître ou se mettre à distance de ce nom propre, de cette fonction qu'il habite de bon gré ou de mal gré. De là l'interrogation sur la possibilité de comprendre cette relation entre l'écrivain et l'auteur, une seule personne, mais en deux corps, l'un public et éditorial et l'autre intime et privé, comprendre cette tension à l'intérieur même du processus de composition et de publication des œuvres. Cette relation a été placée au centre d'une approche critique très développée dans le contexte français, qui est celle de la génétique textuelle, puisque le programme de la génétique textuelle, comme le signalait Pierre-Marc de Biasy, l'un des fondateurs et en même temps praticien de cette approche critique, ça a pour fin de remonter en quelque sorte de l'auteur, le nom propre auquel sur un livre, une œuvre est assignée, à l'écrivain qui a, à travers un cheminement plus ou moins long et plus ou moins chaotique, produit l'œuvre, de remonter de ce qui a été écrit et qui est donné à lire dans l'édition imprimée à l'écriture elle-même,
et donc du coup aux traces multiples que l'écriture a laissées dans son processus dynamique de création, de remonter de l'œuvre telle qu'elle est fixée ou figée par l'édition imprimée à sa jeunesse mouvante, multiple, à l'intérieur de la série de textes manuscrits, depuis les esquisses jusqu'aux brouillons, des brouillons jusqu'aux états successifs du texte, qui ont précédé ce moment premier de fixation dans l'édition imprimée. C'est donc là bien la tension entre la dynamique propre du processus de création référé à l'écrivain d'un côté et de l'autre côté la stabilité d'un texte assigné à un nom propre, au nom d'auteur, qui est l'objet essentiel de la critique de la génétique textuelle. Et d'autre part, cette tension entre écrivain et auteur, entre processus d'écriture et publication imprimée, est sans doute ce qui porte la constitution dans toute l'Europe aujourd'hui de ce que l'on qualifierait d'archives littéraires, c'est-à-dire de fonds d'archives nouveaux qui rassemblent, alors que les archives plus classiques, archives nationales, archives municipales ne l'avaient pas fait, à la fois des archives littéraires au sens strict, c'est-à-dire des archives d'auteurs, les traces successives laissées par ce processus de l'écriture que j'évoquais, mais aussi des archives d'éditeurs et de tous les acteurs impliqués dans ce processus qui fait qu'un texte écrit par un auteur devient une édition lue par des lecteurs, graphistes, photographes, maquettistes, etc. Et c'est à partir de ces archives littéraires que je voudrais entrer dans la réflexion de ce matin qui pourrait avoir pour titre la main de l'auteur, puisqu'il s'agit bien là, dans ces archives, de suivre le processus qui est déconstruit rétrospectivement par la génétique textuelle et qui est celui qui, depuis les premiers fragments d'archives laissés par un acte de création littéraire, conduit jusqu'à cette mise en livre qui, elle, suppose de multiples opérations et de multiples interventions. De là l'importance des archives, de tous ceux qui participent du procès de publication. Le point de départ de cette réflexion m'a été donné par la lecture à l'occasion d'un colloque aux États-Unis du programme qui est affirmé par la première de ces archives littéraires, c'est-à-dire les archives allemandes de la Deutsches Literaturarchiv Marbach. Marbach est la ville natale de Schiller, c'est la ville dans laquelle a été créé un musée Schiller très, très tôt, et à partir de les années 50, ce musée littéraire consacré à Schiller dans sa ville natale s'est transformé en un projet des archives de la littérature allemande ou des archives allemandes de la littérature. Et l'intéressant est de voir que dans le projet affiché par cette Deutsche Literaturarchiv, il est dit « Ces archives entendent rassembler, cataloguer et rendre accessibles toutes les sortes de documents liés avec la littérature moderne allemande et, entre parenthèses, depuis 1750 jusqu'au présent ». Et de fait, l'énorme quantité d'archives particulières à l'intérieur des Deutsches Literaturarchiv Marbach renvoie bien à la présence soit d'auteurs de fiction, Kafka, Celan, Bloch, Hanke, que de spécialistes de philosophie ou des sciences humaines. On y trouve par exemple les archives de Jaspers ou bien de Norbert Elias ou de Krakauer. La question qui m'avait attiré l'attention est pourquoi 1750 ? C'est-à-dire pourquoi penser qu'à partir de la mi-XVIIIe siècle, on entre dans un domaine de l'archivable ou de la constitution possible d'une archive littéraire. Si l'on regarde les exemples parallèles, plus tardifs, d'archives littéraires,
telles qu'elles ont été construites en France et en Angleterre, on est déçu quant à la réponse à cette question. En effet, du côté français, comme certains le savent ici, cette archive littéraire, mais au sens large, est une archive qui considère l'édition dans tous ses moments, depuis les archives des auteurs jusqu'aux archives des éditeurs, des imprimeurs ou de ceux qui travaillent dans les métiers du livre, rassemblés dans l'Institut Mémoire Édition Contemporaine, qui avait été fondé en 1988, à la fois à l'initiative de chercheurs, de professionnels de l'édition et avec l'appui du ministère de la Culture. Cette archive de l'IMEC, elle, est un peu décentrée par rapport à Marbach, où le mot littérature est donné en premier, c'est-à-dire l'intérêt pour les archives des auteurs, même si dans les archives de Marbach, on rencontre d'importantes archives d'éditeurs, par exemple celle de Cotta. Dans le cas français, c'est à partir de la catégorie d'édition que le projet a été organisé et je cite la définition même de cette initiative. L'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, connu comme IMEC, rassemble, préserve, met en valeur des fonds d'archives et d'études consacrés aux principales maisons d'édition, aux revues et aux différents acteurs de la vie du livre et de la création, éditeurs, écrivains, artistes, chercheurs, critiques, graphistes, libraires, imprimeurs, agents littéraires, journalistes, directeurs littéraires, etc. Et lorsque l'on regarde les collections qui ont été rassemblées par l'IMEC et qui maintenant sont consultables dans un lieu magnifique, qui est une abbaye située près de Caen, l'abbaye d'Ardenne, on trouve fondamentalement des 66 archives d'éditeurs, les plus anciens étant Hachette, Hetzel ou Flammarion, c'est-à-dire les importants éditeurs de la seconde moitié du XIXe siècle. Et quant aux archives des auteurs, il y a 238 collections, et dans ce cas-là, tous les auteurs dont des archives ont été rassemblées par l'IMEC, gardées en propriété par les ayants droit, mais rendues accessibles, classées, cataloguées par l'Institut, tous sont des auteurs qui ont vécu au XXe siècle, à l'exception unique de Claude Bernard. La réponse, donc, là, ne remonte pas au milieu du XVIIIe siècle, mais focalise l'attention sur des transformations dans l'édition à partir de la mi-XIXe siècle et des pratiques de l'écriture qui sont celles des auteurs contemporains. C'est une même réponse, décevante pour la question de savoir pourquoi Marbach a décidé de commencer la quête des archives en 1750, grosso modo, d'Atronde. C'est la même déception qui naît lorsque l'on regarde les collections rassemblées pas en Angleterre, à l'université de Reading, dans la Special Collection de l'université de Reading, où il y a à la fois des Authors' Papers, d'une part, donc des archives d'auteurs, et d'autre part, des Records of British Publishing and Printing, des archives de l'édition et de l'imprimerie en Grande-Bretagne. Dans le cas de Reading, toutes ces archives se réfèrent soit au XIXe, soit au XXe siècle. Et la plus spectaculaire des collections à l'intérieur des Authors' Papers sont les archives de Beckett, où il y a plus de 600 manuscrits ou tapuscrits de l'auteur. Donc, suivant ces deux exemples, la réponse à la question posée par la date de la mi-XVIIIe siècle pourrait être très simple, c'est-à-dire les archives littéraires rassemblent des archives qui ont été négligées jusqu'ici par les archives traditionnelles, nationales, municipales, départementales dans le cas français ou des comtés dans le cas anglais, et du coup, la mission de ces archives a été de sauver et de rendre accessibles des archives ou des papiers qui, jusqu'alors, n'étaient préservés, et pas toujours, que par les auteurs eux-mêmes ou par les éditeurs.
Mais cette réponse, finalement purement matérielle et technique, n'est peut-être pas tout à fait satisfaisante, parce qu'elle amène à une autre question qui serait de savoir s'il était possible de constituer des archives littéraires avant le milieu du XVIIIe siècle. Et évidemment, les historiens répondent immédiatement que rares, voire très rares, sont avant cette date, d'une part, les archives des maisons d'édition ou des éditeurs, et d'autre part, rares aussi sont les manuscrits des auteurs. Ce constat, sur lequel je vais revenir, a évidemment inquiété la génétique textuelle, puisque si la génétique textuelle a ses auteurs privilégiés, qui ont laissé d'énormes quantités d'esquisses, de brouillons et d'états successifs des textes, tels que Flaubert ou Zola, évidemment, pour des périodes antérieures, et en particulier les XVIIIe, XVIIe ou XVIe siècles, se pose la question même de la possibilité d'une approche génétique lorsque manquent, sont absents, les documents qui fondent l'approche génétique, qui va donc, comme on le disait, de l'écrit à l'écriture et de l'édition à la création, de l'auteur à l'écrivain. Du coup, la question posée, déplacée, serait de savoir si rares sont ces manuscrits d'auteurs avant la période du XIXe siècle. Lorsqu'on regarde le cas français, qui avait été rendu très visible par une exposition de la Bibliothèque nationale de France sur le thème en était brouillon d'écrivains, on s'aperçoit que ces manuscrits pour le XVIIIe siècle ne sont pas si rares et qu'on possède des manuscrits autographes, donc de la main de l'auteur, avec des corrections, des altérations, des annotations pour de nombreux auteurs et textes parmi les plus canoniques. C'est évidemment le cas avec Rousseau pour la Nouvelle Héloïse, j'y reviendrai. C'est le cas pour la religieuse de Diderot, où un manuscrit autographe qui était une copie d'un premier jet porte des corrections de l'auteur et aussi des corrections ou une préparation de la copie par Meister, puisque, comme vous le savez, les romans de Diderot n'ont jamais été publiés de façon imprimée durant sa vie et qu'ils ont circulé à travers la publication manuscrite qui était celle assurée pour un petit nombre de lecteurs dans l'Europe aristocratique et des princes par la correspondance littéraire de Meister et Grimm. Et on a un manuscrit autographe de Diderot, de la religieuse, avec ses propres corrections à son propre texte, et d'autre part les traces laissées, puisque c'est le manuscrit qui a dû être remis à Meister pour sa revue, par les éditeurs même de la correspondance littéraire. On a un manuscrit pour les liaisons dangereuses de Chorderlo de Laclos, là encore, un manuscrit qui était à partir d'un premier état, une mise au propre et avec des corrections, et de même pour Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre. Donc les textes les plus canoniques pour le roman français du XVIIIe siècle ont laissé des manuscrits autographes qui n'étaient pas forcément le premier jet d'écriture, mais qui étaient établis par la main de l'auteur et sur lesquels cet auteur pouvait ajouter des corrections, des suppressions et des modifications. Un des cas les plus spectaculaires est le cas des dialogues où Rousseau juge de Jean-Jacques. C'est un texte que Rousseau écrit pour répondre à ses nombreux ennemis et dans un grand sentiment d'être acculé par une hostilité générale entre 1772 et 1776. Il en conte lui-même l'histoire dans la
l'édition imprimée qui sera publiée en 1782, que pour se justifier, et pas seulement aux yeux des hommes, Rousseau avait eu l'intention de déposer ce manuscrit dans le chœur de Notre-Dame. De là, il lui avait donné une sorte de suscription ou de titre, dépôt remis à la Providence. Mais au moment où il est arrivé à Notre-Dame, les grilles étaient fermées, donc il n'a pas pu mettre en action, en acte son projet. Donc il a décidé de laisser ce manuscrit des dialogues où Rousseau juge de Jean-Jacques à un auteur qu'il considérait comme vertueux, qui pourrait transmettre à la postérité ce texte de justification, c'est-à-dire Condillac. De ce texte, Rousseau a aussi établi 3 autres copies autographes, tout en 1776. Il y a donc 4 manuscrits de la main de Rousseau des dialogues où Rousseau juge de Jean-Jacques. Évidemment, ici, on peut aussi évoquer un thème que je évoquerai aussi plus tard, le fait que Rousseau était lui-même copiste. Et on sait qu'il a, dans sa première vie, vécu de la copie de la musique. Donc il a une pratique de l'écriture qui lui permet cette reproduction par lui-même de son propre texte. Donc la conclusion avec Rousseau, Diderot, Choderlos de Laclos, Bernardin de Saint-Pierre est que des manuscrits autographes existent. Et j'ai laissé de côté un cas tout à fait particulier qui est évidemment le rouleau de 12 mètres de long laissé par Sade pour les 120 journées de Sodome. Mais même en mettant de côté ce cas tout à fait spécifique, il est clair que des manuscrits autographes existent, que donc la génétique textuelle peut déployer ces catégories d'analyse sur ces manuscrits, mais avec une nuance ou une précaution. Tous les cas que j'ai cités sont postérieurs à 1750, comme il en est de même des copies manuscrites faites par le scribe de Diderot, Girbal. Le cas de la religieuse étant à part, il s'agit là d'un manuscrit autographe, mais pour le manuscrit de Diderot, tous les autres cas sont des manuscrits établis par Girbal, mais sur lesquels Diderot a introduit des corrections. Et de la même manière pour le Candide de Voltaire, où il y a une copie de scribe et avec des corrections autographes de Voltaire. Donc, les manuscrits autographes existent pour le XVIIIe siècle, mais tous les cas que l'on peut rencontrer sont postérieurs à 1750. Pourtant, il y a, il semble-t-il, des exceptions. Mais ces exceptions, en fait, sont très peu nombreuses et toujours renvoient à des conditions très particulières de conservation du manuscrit autographe ou de l'écriture de l'auteur. Je prendrai 3 exemples. Brantôme, qui avait laissé à ses héritiers les 7 volumes de son livre des dames, avec charge pour eux de le faire publier. Il s'agissait de 7 cahiers écrits de la main qui avaient été transcrits par un scribe, mais sur lesquels Brantôme avait corrigé et augmenté son propre texte. Il s'agit donc comme pour les manuscrits de Diderot, d'un mixte, une copie établie par un scribe sur laquelle se rencontrent des corrections, des interventions, des suppressions, des réécritures de la main de l'auteur. Les héritiers seront un peu lents à obéir à cette injonction puisque le texte sera publié seulement en 1665. Un deuxième cas spectaculaire, mais aussi très particulier, ce sont évidemment les manuscrits laissés par Pascal pour son apologie du christianisme, manuscrits qui ont été rassemblés puis transcrits par les messieurs de Port-Royal, cette transcription leur permettant de mettre en ordre ces manuscrits de Pascal pour leur édition des Pensées de 1669-1670. Et le cas des manuscrits de Pascal laisse ouvert jusqu'à aujourd'hui la question de la relation entre les différents états du texte, puisque nous avons d'un côté ces 2 transcriptions manuscrites conservées à la Bibliothèque nationale de France
demandé, assuré par les messieurs de Port-Royal, des papiers qu'ils avaient trouvés dans la succession, à la mort de Pascal. On a donc 2 manuscrits de transcription établis par un scribe de ces papiers de Pascal. Donc c'est un état du texte. Un autre état du texte est l'édition imprimée de 1669-70, faite par les messieurs de Port-Royal à partir de ces transcriptions manuscrites. Et le troisième état du texte, qui pourrait poser la question du manuscrit original de Pascal, est ce qu'il est advenu de ses propres écrits, puisque l'on sait que Pascal avait l'habitude d'utiliser d'assez larges feuilles de papier qu'il découpait en différents bandeaux sur lesquels, enfin, sur les feuilles de papier, il écrivait observations, pensées, ce qui deviendrait des fragments. Ensuite, ces unités textuelles étaient découpées, percées d'un petit trou sur le côté et assemblées les unes aux autres dans des liasses qui n'avaient plus la forme ni d'un cahier ni d'un livre, mais la forme de liasses de fragments, de petits morceaux de papier. Et c'est cela que les messieurs de Port-Royal ont trouvé, et c'est cela qu'ils ont réorganisé dans l'ordre des 2 transcriptions manuscrites que j'évoquais. Et ces fragments de Pascal associés dans des liasses ont survécu, mais malheureusement, au cours du XVIIIe siècle, ils ont été réassemblés et collés dans un ordre qui n'était pas forcément celui voulu par Pascal, sur les feuillets d'un recueil qui devenait du coup le manuscrit original, mais dans une forme qui n'avait rien d'original, puisque ces fragments, ces petits morceaux de papier qui formaient des liasses sont devenus, dans un ordre séquentiel et linéaire, des pages d'un cahier ou d'un registre manuscrit. On a donc là, et toutes les éditions de Pascal doivent décider, confronter à partir de ces 3 traces les plus originales, mais dont aucune n'est le manuscrit original, c'est-à-dire les morceaux de papier organisés en liasses, transférés, collés, réordonnés dans des registres manuscrits, les transcriptions faites à la demande des messieurs de Port-Royal et l'édition imprimée, la première, celle de 1669-70, et la variété des décisions prises par les éditeurs de Pascal confrontés à ce puzzle de manuscrits originaux, entre guillemets, qui traduit la difficulté, évidemment, et aussi les conceptions différentes que l'on se fait de ce que voulait écrire Pascal et sous quelle forme dans son apologie du christianisme. Le troisième exemple est Montaigne, mais ici, avec cette particularité, c'est que toute forme d'écriture manuscrite de Montaigne se rencontre dans des objets imprimés. C'est-à-dire, d'un côté, un certain nombre des livres qu'il possédait et sur lesquels il a écrit des annotations, qui sont d'ailleurs très intéressantes parce qu'elles ne respectent pas les manières d'annoter les textes dans les marges qui étaient celles de la technique des lieux communs, mais plutôt le fait qu'à la fin du livre, Montaigne écrit un jugement, une analyse d'ensemble du livre qu'il vient de lire, à un point tel que 3 de ces commentaires longs, in fine, dans l'exemplaire imprimé, deviendront des passages même intégrés par lui-même dans les essais. Il y a donc des livres possédés par Montaigne à la Bibliothèque nationale de France, à la Bibliothèque municipale de Bordeaux et pour 10 d'entre eux à la bibliothèque de Trinity College à Cambridge. Donc d'un côté, une écriture orthographe, mais qui est déposée dans les livres lus et qui a la forme d'annotations longues commentant le texte. Et d'autre part, comme tout le monde sait, une deuxième forme d'écriture orthographe de Montaigne dans un exemplaire de l'édition de 1588 des Essais, qui était une édition luxueuse,
édition in quarto, avec de larges marges, et utilisé par Montaigne pour introduire de sa propre écriture toutes les transformations qu'il voulait donner au texte pour l'édition suivante. Cet exemplaire, connu comme exemplaire de Bordeaux, est aussi là l'objet d'un débat fondamental, puisque l'héritière intellectuelle et littéraire de Montaigne, Madame de Gournay, publie en 1595 une édition, et toute la question, qui n'est pas strictement la reprise des annotations marginales de Montaigne dans l'exemplaire dit de Bordeaux, et donc la question de savoir s'il faut être plus fidèle à l'édition de 1595 de Madame de Gournay ou s'il faut être fidèle à cette autre couche de texte de Montaigne après les premières éditions, qui était le troisième état, on pourrait dire, des essais, tel qu'il est donné par ces annotations et les annotations aux annotations que l'on rencontre dans l'exemplaire de Bordeaux. Donc, dans le cas français, des manuscrits autographes, mais comme vous le voyez, qui ont des formes extrêmement particulières, les liasses de morceaux de papier de Pascal ou une écriture manuscrite dans des objets imprimés, et qui sont liés à chaque fois à des raisons spécifiques, la réédition pour Montaigne, un discours qui serait, quelle qu'en soit la forme de défense du christianisme par Pascal, et dans le cas de Brantôme, quelque chose qui a à voir avec ces traditions de transmission manuscrite à l'intérieur des générations d'une même famille, avec ici la volonté, le désir de voir publier son livre des dames. Si l'on sort du cas français, il est évident que les exceptions sont peut-être plus nombreuses, mais encore qu'elles se lient à des genres ou des dessins particuliers. Genre, il est vrai qu'en Espagne et en Angleterre existe un assez grand nombre de manuscrits autographes pour le théâtre. Et c'est le cas pour la Comedia, dans le monde castillan. On a des manuscrits autographes de Calderón de la Barca, de Quevedo, de Lope de Vega, et par exemple, dans l'université où j'enseigne pendant une partie de l'année, à l'université de Philadelphie, la bibliothèque de l'université contient 2 manuscrits de la main de Lope de Vega, de 2 comedias, l'une qui a pour titre Los Benavides, et signée à la fin par Lope de Vega, 15 juin 1600, et une autre, Carlos V en Francia, qui est signée par Lope, 20 novembre 1604. Et dans le cas de la Bibliothèque nationale, à Madrid, on a 17 manuscrits autographes de Comedia par Calderón et 24 par Lope, dans un total de plus d'une centaine de manuscrits autographes pour des pièces de théâtre pour le siècle d'or entre 1560 et la mi-XVIIe siècle. La préservation de ces manuscrits pose d'ailleurs la question de leur raison. Il y en a 2 possibles. L'une qui était le fait qu'après avoir été soumis à l'approbation d'un censeur, donc qui en permettait la représentation, il revenait à l'auteur ou à la compagnie théâtrale qui pouvait les conserver comme preuve authentifiant la permission, l'autorisation de leur représentation, et en même temps, éventuellement, s'en servir directement ou par une autre copie, comme un livre de registre qu'on appelle en Angleterre Prom Book, qui pouvait gouverner la représentation elle-même. En tous les cas, ce qui est précieux avec ces manuscrits autographes de Lope de Vega, ce n'est pas nécessairement de saisir l'acte de la création de l'écriture dans sa dynamique propre, même si cela est possible, puisque l'on voit des corrections, des ratures, des passages qui sont barrés, comme s'il y avait un travail de l'écriture dramatique qui laissait trace sur ce manuscrit autographe de la Commedia, mais c'est aussi pour une possibilité de mettre à nu des contraintes qui règnent qui gouvernent
la production dramatique. Parce qu'à la différence d'autres genres, un texte de théâtre est fait pour être représenté et tous les dramaturges ont la claire perception qu'il y a une durée raisonnable de la représentation et qui est définie 2 heures, 2 heures et demie, aussi bien en Espagne qu'en Angleterre, et qui impose à l'écriture une contrainte, c'est-à-dire une contrainte de longueur. La contrainte de durée du spectacle se traduit au moment de l'écriture dramatique par une contrainte de longueur. Et Lope de Vega donne dans son art poétique ou son art dramatique, qui est ce texte Arte Nuevo de hacer comedias en este tiempo, qui est un texte qu'il a prononcé devant une petite académie de lettrés, celle du comte de Saldagna, en 1609 à Madrid, et qui est ensuite publié, il définit cette longueur tolérable du spectacle à partir de l'importance du manuscrit de la pièce. Et pour lui, chaque acte doit correspondre à 4 pliegos. Et le terme de pliego signifie, dans ce contexte-là, une feuille de papier pliée 2 fois, exactement comme dans le cas de l'imprimerie, puisque le format in quarto repose sur des cahiers qui ont cette structure. Et donc, une feuille de papier pliée 2 fois, ce qui donne 8 feuillets ou 16 feuillets, 16 pages. Et donc, du coup, puisque chaque acte doit correspondre à 4 de ces pliegos, et comme la Commedia Nueva comporte 3 actes, à l'inverse de la plus traditionnelle qui en comportait 4, on voit que la longueur du manuscrit que l'auteur doit écrire pour respecter la longueur tolérable de la représentation est de 12 pliegos, ce qui fait un total de 48 feuillets pour la totalité de la pièce. Et donc, il y a là un raisonnement mathématico-esthétique qui définit la contrainte sur l'écriture par rapport à la contrainte de la représentation. Et lorsque l'on peut analyser les manuscrits autographes de Lope, par exemple, dans ce cas-là, ces 2 pièces de 1600 et 1604, on voit que lui-même, comme dramaturge, respecte strictement ces contraintes qu'il énonce comme dans sa poétique dramatique, puisque, par exemple, le manuscrit de Carlos V en su patria, en Francia, pardon, Carlos V en Francia, correspond exactement à une longueur de 50 feuillets, une centaine de pages, et qui était le résultat de ce calcul qui suppose qu'une comédie en 3 actes ne doit pas avoir plus de 48 feuillets écrits. Donc on a là, pour des raisons qui peuvent être des raisons liées à la censure, des raisons liées à la pratique du théâtre, et des manuscrits autographes qui survivent et qui, au moins dans le cas de Lope de Vega, permettent de mettre en évidence une grande réalité, je pense, esthétique des XVIe, XVIIe siècles, c'est-à-dire le fait que, plus encore peut-être que dans les littératures modernes, des contraintes objectives gouvernent les pratiques d'écriture, et dans le cas du théâtre, cette contrainte mesurée par la longueur du manuscrit qui est celle de la durée de la représentation. On a aussi, dans le cas anglais, un certain nombre, peut-être plus limité, de manuscrits autographes de dramaturges qui ont survécu. Et parfois d'ailleurs sans que leur corresponde une édition imprimée. C'est le cas avec un manuscrit extrêmement spectaculaire qui est The Book of Sir Thomas More, une pièce qui s'appelle Sir Thomas More et qui est sans date, mais un manuscrit conservé à la British Library et qui comporte 7 mains différentes, avec 5 mains que l'on peut attribuer à des dramaturges, une à un copiste et la dernière au Master of Revels, c'est-à-dire cet officier qui était en charge en Angleterre de la censure des pièces de théâtre avant leur représentation, c'est-à-dire donc de la lecture
des manuscrits autographes ou de copies qui lui étaient adressés et sur lesquels, comme c'est le cas dans le Sir Thomas More, il pouvait proposer à la fois des suppressions ou des réécritures. C'est donc un manuscrit particulièrement complexe puisqu'on y rencontre 7 mains différentes. Cette pièce semble avoir été écrite entre 1592 et 1595 par un dramaturge, Anthony Munday. Et ici, la possible attribution à Munday se fonde sur une comparaison d'écriture avec 2 pièces clairement et authentiquement autographes dans leur manuscrit de Munday, John Kent et John Camber. Thomas Dacre et Henry Chettle semblent avoir collaboré à cette première pièce, en rappelant ici évidemment que l'écriture en collaboration est la forme dominante de la production dramatique dans l'Angleterre élisabéthaine. Au début du XVIIe siècle, le manuscrit, pour reconquérir une seconde vie, a été révisé et quelques scènes lui ont été ajoutées, d'une part par Thomas Heywood et d'autre part, semble-t-il, c'est du moins ce qu'accepte la critique contemporaine, par Shakespeare, dont la main D, puisque toutes ces différentes mains du manuscrit ont reçu, comme les compositeurs des éditions imprimées, le A, B, C, D, la main D serait la main de Shakespeare selon des critères d'attribution qui sont à la fois stylistiques et paléographiques, même si là, la prudence est de mise, puisque, évidemment, de l'écriture de Shakespeare, on ne connaît que quelques signatures, d'ailleurs assez différentes les unes des autres, et pas nécessairement de sa propre main, puisqu'à l'époque, on peut déléguer la signature, même dans des actes officiels. Et d'autre part, un testament dont le statut d'holographe, c'est-à-dire le testament écrit de la main même de celui qui l'établit et non pas dicté à un notaire, reste ouvert à la discussion puisqu'on y rencontre 2 mains différentes et qui supposeraient donc 2 moments de rédaction et comme la seconde est beaucoup plus hésitante ou tremblée, un certain affaiblissement de l'auteur. Donc les critères paléographiques existent, ils sont toujours soumis à un très grand espace de discussion possible. Mais l'accord s'est établi dans la critique shakespearienne pour reconnaître dans les scènes ou la scène en 2 passages écrite par la main D dans le manuscrit de Sir Thomas More, la main même de William Shakespeare. Dans ce cas-là, ces 2 passages dans cette scène ajoutée à cette pièce qui est, comme vous l'avez vu, une sédimentation d'intervention, serait le seul manuscrit littéraire attribuable à Shakespeare. Ce n'est pas le seul manuscrit dramatique que l'on peut rencontrer dans l'Angleterre élisabéthaine ou dans l'Angleterre des 2 premiers Stuart. Parmi d'autres exemples, un autre cas d'une grande complexité, peut-être le texte le plus complexe à éditer aujourd'hui, c'est la pièce fameuse de Thomas Middleton, A Game at Chess, fameuse parce qu'après les 9 premiers jours de représentation, l'ambassadeur d'Espagne, le comte de Gondomar, s'était plaint de s'y voir maltraité et donc les représentations ont été suspendues. Mais cette pièce, The Game at Chess, du coup, avant cette interdiction ou après, a donné lieu à une très grande production de copies manuscrites et parmi les 6 manuscrits que l'on conserve de A Game at Chess, et comme je le dis, qui précèdent ou juste suivent l'interdiction de la pièce sur la scène et avant une édition qui paraît en 1595, dans 3 de ces 6 manuscrits, on peut identifier l'écriture de Middleton, un manuscrit étant entièrement de sa main, et les 2 autres, une collaboration avec un scribe. On a donc, pour le cas du théâtre, des manuscrits autographes qui survivent. Dans le 2e cas, les raisons s'inscrivant à l'intérieur
d'un phénomène d'une très grande importance, qui est celui de la publication manuscrite. Dans le cas de Middleton, il s'agit d'assurer par les copies manuscrites la circulation de l'œuvre, que ces copies manuscrites soient établies pour l'une d'entre elles entièrement de la main de l'auteur, et d'autre part, pour les autres, soit par un scribe, en particulier Crane, qui était le scribe de la compagnie théâtrale de Kingsman, de Shakespeare, ou par un mélange d'écriture entre le scribe et l'auteur. On voit qu'on est donc très loin là dans le statut du manuscrit, dans la génétique textuelle. On est beaucoup plus du côté du statut du manuscrit dans les formes de la publication. L'autre exemple, dans lequel des manuscrits survivent en grand nombre, c'est le Trecento italien, puisque là, on a un très grand nombre de manuscrits autographes de Pétrarque, et qui, eux, à la différence de ces manuscrits dramatiques anglais, préservent le processus même de l'écriture poétique. Ce sont des manuscrits qui seraient au plus près des manuscrits de la génétique textuelle pour des auteurs des XIXe et XXe siècles. Le plus grand connaisseur de ces manuscrits de Pétrarque est évidemment Armando Petrucci, et je vais prendre, peut-être pour terminer cette première heure, deux exemples analysés par Petrucci, parce que ce sont deux exemples qui sont tout à fait en contraste et qui peuvent donner à penser sur les raisons et le statut de ces manuscrits. L'un est le Codex de Rerum Vulgarium Fragmenta, c'est-à-dire des poèmes en latin de Pétrarque. C'est un manuscrit qui est composé de 9 folios et de 2 feuillets séparés. Et il a le statut finalement d'une archive de la création, puisqu'il rassemble des esquisses, des brouillons, des textes avec des corrections, des additions, des suppressions, et aussi dans les marges, la date précise du moment où ces différentes étapes du texte ont été établies. Dans ce cas-là, on a premier manuscrit. C'est donc un manuscrit finalement d'archives de la création. Le deuxième, c'est le manuscrit fameux du Canzoniere, qui est un véritable livre d'auteur, ici avec des parties, en particulier les premières et secondes parties du recueil, les sections qui ouvrent les premières et secondes parties copiées par un disciple de Pétrarque, Giovanni Malpagini, et d'autre part des multiples interventions autographes de Pétrarque, puisque dans ce Canzoniere, on trouverait un travail très patient de copie, d'addition, de correction, de réagencement, et un travail finalement qui va de 1368 jusqu'à 1373. Ce second manuscrit, qui est un livre d'auteur, illustre la raison pour laquelle on a autant de manuscrits de Pétrarque, c'est-à-dire sa volonté de réformer le système de la production du livre et de ôter des mains des copistes qu'il considère comme ignorants ou incompétents et corrompant les textes, ce travail de transcription, Pétrarque devenant dans ce sens-là le copiste de lui-même. Et contre les multiples perversions des textes entraînées par les scribes professionnels, une ressaisie par l'auteur, non seulement du premier manuscrit qui doit être le garant de toutes les transcriptions, mais aussi des transcriptions elles-mêmes. Et c'est le point qui, évidemment, a toujours intéressé Petrucci dans cette analyse des manuscrits de Pétrarque, c'est cette volonté d'établir un nouveau type de relation entre l'auteur et le lecteur, de fonder cette lecture ou lisibilité du texte par le lecteur sur
le fait que le texte qui lui est donné à lire a été établi, contrôlé par l'auteur, et rien ne peut le manifester plus clairement que le fait que ce texte est de la main même de l'auteur. Je traduis une citation, une remarque de Petrucci: une textualité parfaite, émanation directe de l'auteur, validée par son écriture autographe, était et devait rester pour toujours la garantie d'une lisibilité absolue de la part du lecteur. On a donc là le livre d'auteur, alors que, et j'y reviens, au premier codex, celui des Rerum Vulgarium Fragmenta, participe d'un autre processus, non pas tourné vers la lecture offerte de ce texte parfait, mais du côté du processus même de l'écriture. Et du coup, ce que fait remarquer Petrucci, c'est combien ce manuscrit poétique a de traits similaires avec les pratiques notariales du temps. Les deux, c'est-à-dire les minutes des notaires et ce manuscrit poétique autographe, montrent les mêmes pratiques. Des esquisses qui sont écrites dans une cursive très rapide sur des feuilles de papier séparées. Ensuite, la copie dans le registre de ce premier essai, de ces premières esquisses ou brouillons, avec en marge des notes qui sont l'archive des différents moments de l'élaboration du texte, depuis ces premières esquisses jusqu'à ces copies, et d'autre part la présence de très grandes traits obliques qui barrent, qui suppriment les passages qui ont été recopiés ailleurs. Morphologiquement, Petrucci démontre la similarité entre, d'un côté, la manière d'établir des minutes notariales avec ses différentes étapes, toutes enregistrées et toutes laissant des traces sur le papier ou le parchemin, et de l'autre côté, l'écriture poétique dans son processus même de création, de dynamique, et qui, de même manière, enregistre ces moments et, d'autre part, laisse ses traces. On a là un rappel assez proche de celui que je voulais faire avec Lope de Vega, c'est-à-dire de penser que les écritures apparemment les plus inspirées, au moins pour les XVIe, XVIIe siècles, sont toujours gouvernées par des pratiques de l'écrit qui en définissent soit les contraintes ou bien les habitudes. Ici, si cette homologie existe entre les minutes des notaires et les poèmes des poètes, c'est parce que pour beaucoup d'entre eux, à commencer par Pétrarque, ils sont issus de familles de notaires, ceux qui entrent dans le monde de la culture écrite. Le père et le grand-père de Pétrarque étaient notaires, et pour certains d'entre eux, c'est un office qu'ils pratiquent eux-mêmes. Un exemple serait celui de Francesco da Barberino, dont le manuscrit autographe, qui est conservé à la bibliothèque du Vatican, comme les deux manuscrits de Pétrarque dont j'ai parlé, les Rerum Vulgarium Fragmenta et le Canzoniere, était lui non seulement poète, non seulement fils et petit-fils de notaire, mais notaire lui-même. On a donc là une proximité qui nous amène peut-être à une première conclusion, si on pense à cette homologie entre l'écriture notariale et les esquisses poétiques, et qui va au-delà du Trecento et du monde du manuscrit, c'est-à-dire le fait de penser que beaucoup de manuscrits autographes des auteurs des XVIe, XVIIe siècles ne doivent pas être considérés, sauf exception, comme des traces identiques avec les traces laissées par les auteurs contemporains et qui font la joie ou le plaisir de la génétique textuelle, mais qu'elles doivent être comprises comme les traces laissées par des auteurs qui sont devenus les copistes d'eux-mêmes. Alors, dans certains cas, comme pour Pétrarque,
pour éviter que les corruptions introduites, et on en a parlé la fois dernière, par l'entrée d'un manuscrit dans le monde de l'atelier, des artisans, des machines, ou bien pour établir de leurs propres mains une copie de présentation offerte à un protecteur, à un patron, en respectant une habitude qui était que les copies de présentation, même d'une édition imprimée, étaient très souvent au XVIe et encore au XVIIe siècle des copies manuscrites, comme si la dignité ou la beauté de l'objet était mieux assurée par la copie manuscrite. Et à l'intérieur de ces copies de présentation offertes aux protecteurs, aux patrons, aux mécènes, qui normalement sont manuscrites, une partie écrite par les auteurs eux-mêmes. Ou bien encore ces copies où les auteurs sont les scribes d'eux-mêmes pour assurer une circulation de l'œuvre avant ou parallèlement à son édition imprimée. Et c'était là, dans ce cadre-là, évidemment, que se situe l'exemple que j'évoquais, qui est celui avec lequel je vais terminer, qui était cet exemple du Game at Chess de Middleton et ses transcriptions avant ou après l'interdiction de la pièce à la suite de la plainte de Gondomar. Cette pièce étant en elle-même d'ailleurs, et c'est là la raison de cette complexité de l'édition, avec ces états successifs, la possibilité de voir comment, par rapport à un certain nombre de manuscrits qui respectent ce que l'on peut penser être l'intention initiale de Middleton, c'est-à-dire d'écrire une pièce allégorique qui joue sur l'opposition entre les Noirs et les Blancs. La pièce est le jeu d'échecs, et les Noirs et les Blancs incarnant le bien et le mal, et la charge politique et satirique qui va être donnée à cette pièce, sans doute pensée comme une allégorie, peut-être au cours des représentations, et en tous les cas laissant des traces dans un certain nombre des états manuscrits, dans un contexte où la pièce devient une satire de l'Espagne et où un des personnages, qui est le cavalier noir, incarnerait métaphoriquement la figure de Gondomar, l'ambassadeur d'Espagne, qui, s'en rendant compte, porte plainte, et ce qui entraîne le retrait de la pièce des représentations, mais non pas de la circulation manuscrite, et non pas non plus en 1625 dans une édition imprimée. Le point intéressant est que même lorsque le manuscrit, c'est le cas du manuscrit de Trinity College, est entièrement de la main de Middleton, il finalement fait les mêmes erreurs, les mêmes négligences, les mêmes omissions que les manuscrits qui sortent des mains des copistes. C'est-à-dire comme si le moment où l'auteur devient copiste de lui-même, il copie un texte avec les mêmes intentions, c'est-à-dire d'une certaine rapidité pour la mise en circulation, et les mêmes faiblesses par rapport à son propre texte que d'autres copistes. Et on ne voit aucunement dans le manuscrit autographe laissé par Middleton de sa propre pièce, qui omet une scène entière au risque de déséquilibrer ou détruire la compréhension de la suite de la pièce, on n'y voit aucun souci de correction d'auteur, à preuve aussi le fait que dans les manuscrits où il a collaboré sans en être le scribe unique, il n'y a aucune volonté de capitaliser en un ou l'autre de ces manuscrits une totalité des corrections. D'ailleurs, l'auteur comme scribe de lui-même, finalement, est plus scribe qu'auteur, dans la mesure où que chaque copie a sa raison et sa logique, et qu'en aucun cas, elles sont traitées comme étant des brouillons possibles pour arriver à une œuvre qui cumulerait l'ensemble de cette correction. Il y a là, comme l'ont montré les bibliographes, une indifférence de Middleton comme copiste à la complétude, à l'intégrité, à la correction de son texte. Et c'est une clé d'interprétation très importante pour ces manuscrits autographes dramatiques
du XVIIe siècle. On en trouverait, par exemple, on en trouverait aussi des exemples dans la bibliothèque du Palais à Madrid, avec 80 pièces antérieures à 1600 qui avaient été rassemblées par le même comte de Gondomar, qui n'était pas seulement l'objet de la satire de Middleton, mais aussi un collectionneur de livres et de manuscrits dans la bibliothèque de son palais à Valladolid, et où on trouverait aussi cette même caractéristique, c'est-à-dire finalement la frontière très ténue entre des manuscrits de scribes et des manuscrits d'auteurs agissant comme scribes. Et on voit donc, je termine avec ça, on voit donc quelque chose qui morphologiquement pourrait être semblable. Nous avons des manuscrits autographes. Finalement, on peut acquérir des sens totalement différents dans le contexte où ils sont placés, les raisons pour lesquelles ils sont faits et la trace qu'ils laissent. Dans un cas, les manuscrits littéraires modernes, des traces du processus de création avec ses hésitations, ses rectifications, son souci permanent de la correction et de la réécriture. Et dans le cas de ces manuscrits de la première modernité, pour la plupart d'entre eux, leur inscription dans un monde de la circulation manuscrite des textes où l'auteur peut prendre rang parmi les copistes comme copiste de lui-même, mais non plus comme un auteur qui utilise ses copies dans un processus de création esthétique toujours ouvert, toujours modifiable, mais dans les techniques et les failles ou faiblesses de la pratique de la copie des manuscrits. Donc, on peut peut-être, comme à notre habitude, faire une petite pause ici pour ceux qui en sentent le besoin, et je reprendrai donc à 11h10 dans 5 minutes pour suivre cette quête des manuscrits d'auteurs dans la première modernité et peut-être s'interroger sur la raison de leur rareté.